quelque part au nord de la Syrie. De jeunes combattants de l'armée syrienne libre creusent des fosses. Ce seront peut-être leurs tombes. Le lendemain, ils doivent mener une bataille décisive contre les troupes de Bachar al-Assad. Un peu plus loin, le quartier général des révolutionnaires. « 200 hommes s'y préparent. Leur chef, c'est ce jeune homme de 33 ans. Son nom de guerre, Abu Hajar. Comme beaucoup de combattants de l'armée syrienne libre, il est islamiste. D'origine syrienne, il est français. Alaykoum salam. Allah ya'tikoum al-afiyah. Voilà, nous sommes donc devant un char T-62. C'est un char que nous avons récupéré d'un des checkpoints de l'armée de Bachar et que nous allons utiliser aujourd'hui contre lui-même. Comme souvent avant de combattre, Abu Hajar va s'isoler pour appeler sa famille, qu'il a mise à l'abri, loin de la guerre. Sa femme, une Syrienne, a trouvé refuge avec ses 2 jeunes enfants à Bruxelles. Ça va bien? Toi, tu vas bien? Ça va. Mais toi, tu vas bien? Tu es où? Tu es chez Ikea? Chez Ikea, avec mes copines. Ah, et les enfants, comment vont-ils? Comment va Elias? Comment va Hadjar? Elias va bien, mais Hadjar est malade, parce qu'elle ne te voit plus. Les enfants, ça fait un peu plus d'1 an, donc 1 an et demi, qui demandent à me voir et à être auprès de moi. Bah, on verra, je suis en train de lui dire si jamais cet été, eh bien, je suis toujours vivant, Inch'Allah, peut-être on les verra en Turquie ou quoi, on verra pendant les vacances, quoi, si j'arrive à les voir quelques jours. L'épouse d'Abu Hajar a rêvé de son mari la veille. Hier, dans mon rêve, j'ai vu que tu tombais en martyr. Tu m'as vu tomber en martyr? Ta tante vient frapper à la porte, j'ouvre, et elle entre en pleurant avec ton neveu. Je demande, qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie. Elle me dit, ton mari est mort. Quelques heures plus tard, la bataille sera terrible. Ce jour-là, Abu Hajar et ses hommes vont vivre un enfer. Après 2 ans de guerre civile, la Syrie est aujourd'hui un pays déchiré, ravagé par la violence. Je vais tirer dessus. Jean-Pierre Dution, un homme d'affaires français, en sait quelque chose. Descendez par terre, Blam. À Damas où il vit, les attentats sont quotidiens. Les attaques à la roquette se multiplient entre les quartiers anti- et pro-Bachar al-Assad, faisant chaque jour leur lot de morts et blessés. Tous les jours, on enterre les victimes des bombardements des 2 camps. Une partie des Syriens soutient toujours Bachar al-Assad. Dieu, la Syrie et Bachar. En plein centre de Damas, les privilégiés se retranchent dans leur prison dorée, le quartier ultra sécurisé de Melki. Le pays est morcelé entre des zones gagnées par la rébellion au nord, d'autres tenues par le régime principalement à l'ouest. Dans le centre et les grandes villes, les 2 camps s'affrontent. Homs, ville symbole de la révolution, a été reconquise par l'armée au prix d'incroyables destructions. Côté rebelle, les civils paient tous les jours le prix de leur opposition. Les réfugiés se comptent par centaines de milliers. Même s'ils n'arrivent pas à renverser le régime,
les combattants sont chaque jour plus nombreux. La révolution fait ressurgir l'effroyable passé de la dictature. Folle Syrie, où un officiel reconnaît la torture pratiquée par les services de sécurité de son propre gouvernement. Je ne peux pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive. Enquête au cœur de la guerre civile syrienne. Idlib, au nord de la Syrie, est la dernière grande ville de cette région encore aux mains de l'armée du régime. Tout autour, le secteur est sous contrôle de l'armée syrienne libre. En prévision d'une future opération, Abu Hajar est en mission de reconnaissance. Il y a cette colline, il y en a une autre après, et ensuite c'est le checkpoint. On va dans cette direction. Les montagnes sont truffées de dizaines de hameaux comme celui-ci, transformés en postes militaires. Leur rôle, protéger un axe autoroutier vital pour le régime. Abu Hajar veut couper cette route. Pour ça, il doit prendre le contrôle de ces postes. Les révolutionnaires en repérage progressent discrètement. À tout instant, ils peuvent croiser une patrouille ennemie. Ils sont maintenant à 500 mètres à peine de leur objectif. On va filmer d'ici le fameux checkpoint. On est rentré doucement, on sait jamais que l'armée est venue nous faire un piège ici. On va filmer d'ici. Fais attention. Filme-moi les deux bâtiments du checkpoint. Prends-moi au moins le nouveau poste, si tu vois le char et les positions de tir. Mis à part un drapeau, à l'œil nu, rien ne laisse imaginer que l'armée a ici des forces importantes. Et pourtant, à y regarder de plus près, on peut apercevoir là, sur la droite, ce qui semble être un véhicule blindé. Abu Hajar veut identifier la géographie des lieux et l'emplacement des armes lourdes des militaires avant toute initiative. La plupart de ces combattants portent la barbe. Parmi eux, des maçons, des étudiants, des déserteurs de l'armée. Mais ils ont tous un point commun. Ils sont syriens de confession sunnite et islamiste. Ils se considèrent comme des moudjahidines. La différence entre un révolutionnaire et un moudjahid, c'est que le révolutionnaire peut être de différentes religions ou convictions ou idéologies. Ça peut être un chrétien qui est contre le régime, ça peut être un alaouite même, contre les régimes. Alors que le moudjahid, c'est quelqu'un qui se bat avec un autre but et une autre idéologie, pas simplement la chute du régime, mais également l'installation d'un État islamique. Abu Hajar est venu vivre dans la région d'Idlib bien avant la Révolution. Le jeune homme a bien un passeport français, mais c'est ici que se trouvent ses origines syriennes. Aujourd'hui, il est installé à Seyjar. Paisible village où la vie semble continuer malgré la guerre. De son vrai nom Abdelrahman Ayashi, il est le descendant d'une des plus anciennes familles de l'aristocratie sunnite de la région. Au milieu des champs, la maison de ses ancêtres, les El Ayashi. Un liwan de 600 ans d'âge, un bassin pour irriguer les champs qui entourent la propriété. C'est une maison qui appartenait à mes grands-parents et à toute notre famille depuis déjà des générations, et qui à la fin a appartenu à mon père. Donc mon père a vécu ici pendant des années. Il aime beaucoup cette terre, c'est lui qui a planté pas mal d'arbres qu'il y a ici, de raisins, etc. Et il aimait à venir se reposer ici de temps à autre et recevoir ici pas mal de gens, comme il est imam. Sa mère est française. Enfant, il a grandi près d'Aix-en-Provence, puis a vécu à Bruxelles jusqu'à l'âge de 26 ans. Fils d'imam, il est devenu très jeune islamiste. La justice belge l'a accusé d'avoir fait partie d'une cellule de recrutement pour le djihad en Irak et en Afghanistan.
Elle l'a même condamné à 5 ans de prison par contumace. Lui se défend fermement d'être un terroriste. Il condamne les méthodes d'Al-Qaïda, mais revendique le droit de combattre au nom de l'islam. Le djihad a ses règles, qu'on appelle ahkam al-djihad, assez proches des conventions de Genève, peut-être qu'il y a quelques différences, mais qui établissent les règles de la guerre, quoi. Dans le djihad, le prophète nous a toujours commandé de ne pas tuer des personnes innocentes, que ce soit des civils, des femmes, des enfants, ou même couper des arbres, bref, l'islam interdit cela. Aujourd'hui, sa tête a été mise à prix par le régime syrien, une Mercedes et une maison pour celui qui permettra sa capture. Sa demeure a même été ciblée par plusieurs tirs de roquettes. Dans la région, Abu Hajar s'est fait un nom en faisant tomber il y a 6 mois un symbole du régime, la prison d'Idlib. السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله بخير اهلا بالعرعور السلام ورحمه الله وبركاته. Cet imposant complexe pénitentiaire était dirigé par un proche de Bachar al-Assad. Abu Hajar l'a pris d'assaut avec 200 révolutionnaires. La bataille, acharnée, a duré 3 jours. La visite des geôles du régime se fait dans le noir. Le gouvernement contrôle la centrale électrique et coupe régulièrement le courant. Dans les premières cellules que nous découvrons, certains prisonniers auraient été sommairement exécutés par leurs geôliers. Tout ça, c'était des traces de sang, c'était du sang. De l'autre côté, là-bas aussi. Donc apparemment, ils ont tiré à la mitrailleuse et puis il y a du sang là-bas derrière le chauffeur. Le tort de ces détenus, ils auraient acclamé les révolutionnaires pendant leur assaut. La prison contenait 300 personnes, des prisonniers de droit commun, mais pas seulement. Dans les sous-sols se trouve un quartier de cellules individuelles. Elles étaient réservées aux détenus politiques. C'est avec ces anneaux de métal qu'ils étaient enchaînés. On voit aux mains et aux pieds des prisonniers. Sur l'un des murs, cette fresque bucolique contraste avec ce qui se serait passé ici. Ici, il y a eu une exécution à coups de fouet, etc., jusqu'à ce que certains sont morts, pour faire entendre les prisonniers qui sont tout seuls. Donc il est torturé ici pour faire entendre les autres. En 2012, selon l'Observatoire des droits de l'homme syrien, la torture aurait fait plus de 900 morts dans les geôles du régime. Toujours dans les sous-sols, non loin de là. Nouvelle découverte tout aussi macabre. Ici, vous voyez, là, il y a la corde. Une salle de pendaison. Il y a pas mal de nos hommes qui me disent que leur cousin, leur oncle, etc., est rentré en prison et n'est jamais ressorti, puis déclaré mort. D'autres qui ne savent même pas s'il est mort ou encore vivant après des vingtaines d'années. Mais est-ce que c'est par ce moyen-là exactement? Je ne sais pas vous dire. Depuis 40 ans, la police secrète arrête et exécute des citoyens en dehors de tout cadre judiciaire. Mais cette prison est à nouveau utilisée. Abu Hajar y garde les détenus condamnés par le nouveau tribunal islamique de la région. Pour l'instant, il n'y a que des jeunes arrêtés pour vol et agression, condamnés à des peines de détention. C'est un tribunal islamique, donc forcément, il juge par la charia, effectivement, mais les savants musulmans donc, sont d'accord pour dire que les peines légales dans la charia ne s'appliquent que lorsque le contexte le permet, c'est-à-dire, par exemple, on ne va pas couper la main d'un voleur alors que le gars, il a faim. Abu Hajar et ses hommes ont installé leur quartier général dans l'ancienne mairie. Sa brigade de 500 hommes fait partie des Faucons de Cham, un des groupes armés de la région. Certains d'entre eux n'ont pas toujours été islamistes. C'est l'histoire de Mohamed Ali, l'aide de camp d'Abu Hajar. Avant la Révolution, il étudiait l'agronomie à l'université de Homs et n'était pas très porté sur la religion.
À l'université, il draguait 25 filles à la minute. Voire plus. Ça, c'est mon ami chrétien qui est à côté. À gauche, avec des lunettes de soleil sans barbe, Mohamed Ali. Dès 2011, il a participé aux premières manifestations pacifiques. Pour moi, au départ, c'était une révolution laïque. On fait tomber un régime, on rétablit la liberté pour que les gens puissent dire ce qu'ils veulent sans peur. Mais pendant les 6 premiers mois de la révolution syrienne, le monde entier nous a laissé tomber, tous les pays du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la France. Notre slogan dans les manifs est devenu « Ô Seigneur, nous n'avons que toi, notre Dieu ». Aujourd'hui, faute d'État, l'anarchie règne. Vol, crimes, kidnapping, Abou Ajar et ses hommes tentent de rétablir l'ordre. Car un peu partout, des gangs armés installent des barrages pour rançonner la population. Tout manque. L'essence, le gaz, la nourriture. Marché noir, contrebande font flamber les prix. Pour nourrir tout le monde, Abou Ajar a dû trouver une solution étonnante. C'est le four du village qui fournit en pain toute la région. Mais c'est la ville d'Idlib, contrôlée par les autorités, qui possède tous les stocks de farine. Alors, Abou Ajar a passé un deal. En échange de la farine, il livre chaque jour des centaines de pains. Petits arrangements entre ennemis. Le commandant Abou Ajar a également fait réquisitionner l'école pour y accueillir les réfugiés de villages voisins qui fuient la guerre. Là, vit une cinquantaine de parents et d'enfants dans des conditions précaires. Dans chaque salle de classe, 3 familles cohabitent. Ce sont des paysans. C'est sous le tableau du maître d'école, dans ce petit coin, que les réfugiés se lavent, font la cuisine, du moins quand ils ont du gaz. 2 mois que cette grand-mère vit ici avec ses petits-enfants. Son village était régulièrement pris pour cible par l'armée du régime. Tous les jours, il y a des bombardements. Tous les jours, des attaques, des tirs et des obus qui tombent. Des gens qui meurent. Des gens blessés et personne n'est là pour aider. Le village est déserté et ceux qui restent, ils les exterminent. Le père de sa petite fille a été tué. L'armée gouvernementale lui aurait confisqué sa voiture, puis l'aurait exécuté parce qu'il aurait eu le tort de se plaindre. Ils ont pris sa voiture et quand il est allé la récupérer, ils l'ont gardée. On est resté 7 ou 8 jours sans nouvelles. On a fait le tour de tous les postes militaires, en vain. Et puis on a retrouvé son cadavre à quelques mètres d'un checkpoint de l'armée. C'était un combattant? Non, c'était un civil. Après 2 années de conflit, 2 millions de Syriens ont fui le pays pour le Liban, la Jordanie, la Turquie. L'armée gouvernementale a perdu le contrôle du nord de la Syrie, mais son aviation continue de frapper les populations civiles, apparemment au hasard. À une quinzaine de kilomètres du village d'Abou Ajar, 3 jours plus tôt, le 9 juin, un MiG a frappé à Asfarjeh. Le premier missile a atterri sans faire de victimes dans ce champ, situé à quelques dizaines de mètres d'un atelier de couture. Non loin de là, le deuxième missile a touché cette maison. Quelques instants après l'impact, un habitant a filmé les lieux. Tout le village se presse alors pour tenter de sortir les victimes des décombres. Ils vont trouver un premier cadavre, une enfant de 1 an. Sa sœur, une petite fille de 3 ans, mais aussi leur mère, ont péri dans les décombres. Revenu sur les lieux, l'oncle des victimes ne comprend toujours pas pourquoi les siens ont été frappés. Ici, il n'y a pas de bande armée ou autre chose, rien, qu'une femme et 2 enfants. L'une qui avait 3 ans, l'autre 1 an.
Tout homme capable de porter les armes doit se lever. Nous tous, pas seulement moi, tous les musulmans. C'est une agression qui ne s'adresse pas seulement à moi ou à mon frère. C'est une agression contre l'islam dans sa totalité. À Seyjar, Abu Hajar prépare toujours son opération militaire contre l'armée du régime. Ce jour-là, il a convoqué ses commandants en secret, dans une grotte. Cela fait 5 mois qu'il met au point sa stratégie. Le but, couper un axe autoroutier qui permet de ravitailler la ville d'Idlib, dernier bastion du régime dans la région. Et nous, ce qu'on va faire, c'est couper donc ce morceau-là de la route, de là à là, et on va essayer de faire sauter les ponts et renverser la vallée. La fameuse route est protégée de chaque côté par des bâtiments occupés par des militaires, de l'artillerie. Pour prendre le contrôle du poste et de la route, le chef a imaginé une manœuvre de diversion. On va attaquer avec des snipers. Si vous voyez le char, vous utilisez les lance-roquettes et les mitrailleuses. En fait, nous faisons d'abord une diversion d'un côté de l'autoroute et l'attaque démarre ensuite vraiment de l'autre côté. L'enjeu de l'attaque est stratégique. Alors, il s'attend à une vive réaction de l'ennemi. Il est donc possible qu'ils envoient sur nous des avions, hélicoptères, Vozlika, mortiers et même armes chimiques. Nous ne nous étonnons pas qu'ils seront capables de tout utiliser pour nous empêcher d'y arriver. « 24 heures avant l'offensive. La route du village de Seyjar a été coupée par les hommes d'Abu Hajar. Les révolutionnaires ont reçu pour mission de miner la route tous les 20 mètres. Le but, empêcher une éventuelle contre-attaque de l'armée le jour J. Comment ça se passe? Écoute, si le char arrive, je te garantis de le renverser sur le dos, si Dieu le veut. Faute d'avoir de vraies mines, les révolutionnaires bricolent avec les moyens du bord. À l'origine, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais pour les paysans, c'est ça? C'est l'engrais que les paysans utilisent pour leur sol. Ils savaient déjà à l'époque faire sauter des mines parce qu'ils utilisaient ça pour faire sauter les rochers au milieu de leur terre, etc. Donc ils mélangent ça avec du sucre, etc. Donc toute une petite composition. Ça a l'air simple. Ils font un trou dans le bitume, le bourre d'explosifs, ajoutent un détonateur et un morceau de dynamite. Le tout est relié par un câble électrique couvert de goudron qui va passer sous la route. On utilisait à un moment donc des détonateurs électroniques, donc de loin on le faisait péter. Mais donc ces derniers mois ça ne fonctionne plus. L'armée a trouvé des brouilleurs. Ils ont emmené des brouilleurs de l'extérieur et arrivent à faire sauter les mines avant qu'on passe. Donc on préfère revenir à l'ancienne méthode, donc mettre un fil et s'asseoir et attendre que le char passe. Les méthodes sont artisanales. Le responsable du minage de la route n'est pas lui non plus vraiment un spécialiste. Qu'est-ce qu'il faisait avant lui? Je travaillais dans le textile et la fabrication de lingerie. Les sous-vêtements de femmes. Il dit que de la lingerie aux explosifs, c'est pas la même chose. Ah, c'est l'oppression. Pour les armes et les munitions, c'est aussi le système D. Il y a des armes récupérées sur l'ennemi, d'autres achetées grâce à des dons venus de l'étranger. Mais cela ne suffit pas. Alors, le groupe d'Abu Hajar a dû créer sa propre petite usine. Dans un lieu secret, des armuriers improvisés conçoivent et fabriquent roquettes, mortiers, bombes. Tout est fait maison. Les fabricants prennent modèle sur les armes récupérées sur l'ennemi, comme pour ce mortier. À quelques heures de l'attaque, Abu Hajar fait une dernière tournée sur le terrain. Il veut s'assurer de l'emplacement des différents mortiers placés par ses hommes dans les montagnes. Une vérification qui va vite se transformer en leçon d'artillerie. La première information, c'est la distance. 1,5 km, d'accord? Là, la deuxième case, elle dit que tu es à 144 degrés nord.
Nous, on est là, on tourne de 144 degrés et on a notre direction de tir. Tu comprends? Alors, si tu veux changer de place, tu suis ton angle de tir sur la boussole, la 144, tu marches tout droit et tu es censé arriver à voir ta cible. Tu comprends l'idée? Tu continues à marcher tout droit jusqu'à ce que tu vois le checkpoint. Le jour de la bataille, ils devront cibler une position militaire du régime pour couvrir leur chef pendant l'attaque. Pas si simple. Apparemment, les combattants n'ont pas bien compris la leçon. Les gars, le mortier doit aller dans ce sens. Pourquoi il doit être dans ce sens? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si tu mets le socle dans un sens et le pied du mortier dans l'autre, ça va tirer n'importe où. Après une bonne heure d'explication, voilà, c'est parfait. Avant la guerre, Abou Hajar était informaticien et ne connaissait rien à la stratégie militaire. Je l'ai appris un petit peu dans certains bouquins, des bouquins communistes, notamment donc la guerre de guérilla du Che Guevara, la guerre urbaine de Carlos Marighella, quelques livres de Mao Tse-tung. Bref, tout ça, ça m'a donné pas mal d'idées sur comment est-ce qu'on doit combattre une armée puissante alors qu'on n'est pas une armée. La bataille aura lieu le lendemain. À 400 km d'Idlib, dans l'autre camp, Damas, cœur du pouvoir syrien. C'est ici que réside Bachar al-Assad. Voici son palais présidentiel. Dans la capitale, les autorités interdisent de filmer les bâtiments officiels, ainsi que les innombrables checkpoints de l'armée qui quadrillent la ville du président. Damas, bunkérisé, vit dans la paranoïa. Ici, les attentats à la voiture piégée se répètent chaque semaine. Aux portes de la ville, les révolutionnaires se battent contre les forces du régime. Nous longeons l'une de ces banlieues à près de 130 km/h. Au volant, c'est Jean-Pierre Dution, l'un des derniers Français vivant à Damas. Il est tendu, la route est dangereuse. Fuck, à droite. Des affrontements sont en cours. Des snipers embusqués pourraient prendre pour cible notre voiture. À gauche, à gauche, à gauche. La voiture qui s'est fait exploser là. Par un sniper. Une autre, même endroit. Sur cette route, des véhicules sont régulièrement frappés au hasard. Le camion s'est fait abattre. Soudain, nous sommes pris pour cible. Descendez par terre, balade. Pour échapper au sniper, Jean-Pierre accélère à près de 170 km/h. Mets le par balle sur toi. Il est devenu périlleux pour les Damascènes de s'aventurer hors du cœur de la ville. Centre historique de Damas, la mosquée des Omeyyades, le souk, ses vendeurs de thé ambulants, la carte postale pour touristes semble intacte, épargnée par la guerre. Jean-Pierre le Français a découvert la ville il y a 6 ans. Il n'en est jamais parti. Âgé de 33 ans, l'entrepreneur avait tout misé sur le pays. Avec son frère, ils avaient ouvert un bar dans la vieille ville. Je te rappelle le soir, comme c'était animé il y a 2 ans, comme c'était rempli. C'était rempli, tout le monde était sous, dans la rue. Quand on fermait vers 5-6 heures du matin. T'as les clés avec toi? Il y a quelques mois, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Depuis, ils n'y avaient jamais remis les pieds. Waouh, le choc. Toute la décoration a disparu. Donc tu vois, là, ça ressemble à un magasin fantôme. Regarde, c'est en fait... c'est exactement la vue que tu aurais si tu avais été là il y a 4 mois, en fait. Tu vois, avec la colonne ici qui s'éclaire, le bar ici qui est éclairé,
Et là, les tables avec notre logo et tout. Le club recevait jusqu'à 200 personnes par soir, mais l'aggravation de la situation sécuritaire va mettre un coup d'arrêt brutal aux affaires de Jean-Pierre. Ce qui s'est passé, c'est que les explosions se sont multipliées, comme tu peux en entendre une en ce moment. Ça arrive n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Donc les gens ont commencé à avoir peur, ont commencé à sortir beaucoup moins loin de chez eux, ont commencé à sortir plus près de chez eux, ont commencé à avoir peur de rentrer tard. Et au bout d'un moment, ils ont commencé même à arrêter de sortir. Le club a fermé ses portes au mois de mars dernier. Une perte pour les deux frères qui avaient investi 200 000 $ dans l'affaire. Faute de travail, Jean-Pierre s'est reconverti. Journaliste à Damas. Un bon filon. Les autorités n'accordent pas ou peu de visas aux médias occidentaux. Alors sur Skype, Jean-Pierre fait office de correspondant pour des chaînes de toute la planète. Un exercice compliqué. Malheureusement, pour pas mal de personnes en Syrie, des deux côtés, il n'est plus le temps de parler. Aujourd'hui, les gens veulent laisser parler la poudre, veulent laisser parler les armes, veulent laisser parler le feu. Chaque jour, l'armée gouvernementale pilonne massivement les banlieues avec ses avions et son artillerie, frappant sans discernement groupes armés et populations civiles. Les révolutionnaires, eux aussi, répliquent. Ce jour-là, ils ont frappé à l'est de Damas, à Jeramana, quartier loyaliste, qui affiche clairement son soutien au Assad fils et père. Des milices populaires pro-régime y assurent la sécurité. Jeramana a été touché la veille par une dizaine de roquettes provenant de quartiers voisins aux mains des révolutionnaires. L'attaque a eu lieu vers 18 h. L'une des roquettes est tombée ici, juste en face de cette pharmacie. Le propriétaire n'était pas là. Son employé a été gravement blessé. J'ai une vendeuse qui travaille chez moi. Quand l'obus est tombé, les vitres ont explosé et la fille a été touchée par des éclats sur les bras, le corps. Elle en avait partout. Elle a beaucoup saigné. Vous pouvez filmer, regardez là. Une mare de sang. Autour de cette pharmacie, il n'y avait aucune installation militaire. Une dizaine de civils au total ont été blessés, comme cette femme. Que Dieu nous venge des mercenaires! Que Dieu nous venge! Quelques rues plus loin, même scénario. La roquette a frappé dans une rue commerçante. Le cuisinier d'une sandwicherie a été tué sur le coup. Les habitants sont à bout de nerfs. Ces jeunes, on les perd à cause d'une poignée de terroristes, des saletés qui viennent de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de je ne sais où. Nous sommes tous prêts à nous sacrifier pour notre pays. Nous allons nous battre contre ces terroristes jusqu'à notre dernière goutte de sang. Bilan des attaques, une trentaine de blessés et 8 morts. 2 des victimes, 2 jeunes hommes sont enterrés l'après-midi même. Âgés de 20 et 30 ans, ils étaient de confession druze, une des minorités religieuses avec les alaouites et les chrétiens qui habitent la Syrie. Que je devienne aveugle en te pleurant, Abou Eskandar. Pourquoi es-tu parti si loin? Depuis 4 mois, le quartier loyaliste a reçu 91 obus de mortier et subi plusieurs attentats à la voiture piégée. Bilan 200 morts. Jeramana paye le prix fort pour son soutien au gouvernement. Des tirs comme des avertissements, destinés aux quartiers voisins où se trouvent les révolutionnaires. Oh les gars, arrêtez de tirer, on aura besoin de ces balles. L'une des plus importantes minorités syriennes présentes à Jeramana, ce sont les chrétiens. En témoigne cette église en construction. Issam est chrétien orthodoxe. Depuis 15 ans, ce père de famille habite le quartier. Cet ingénieur ne cache pas son soutien au régime. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le président Bachar el-Assad. Beaucoup. J'espère qu'il va rester mon président. Oui, il y a peut-être des fautes personnelles, mais si le prêtre de mon église a fait une faute, ce n'est pas l'église en elle-même que je remets en question. C'est la même chose avec le pays. Je ne détruis pas mon pays à cause d'une personne.
Bonsoir. Comment ça va? Issam est le père de 2 jeunes adolescentes. Amal, 19 ans, est étudiante en biologie. Martha, 12 ans, lycéenne. La guerre civile a bouleversé leur quotidien. Après le boulot, tout le monde reste à la maison. Plus question pour leur fille d'être dehors après 18 heures. Chaque soir, Amal et Martha s'informent sur la page Facebook consacrée à leur quartier. Derniers attentats, messages d'encouragement à l'armée gouvernementale. Au début des événements, Amal, l'aîné, a manifesté pour soutenir Bachar el-Assad avec ce drapeau. C'est écrit « Dieu, la Syrie et Bachar ». Amal ne comprend pas que son président ait une image si négative dans le monde. Moi, je ne blâme pas les Occidentaux, parce que leur opinion est construite sur ce qu'on leur montre, et qui n'est pas du tout ce qu'on vit ici. Je ne sais pas, ils croient que nous ne sommes pas libres. Je crois que comparé à d'autres pays arabes, nous avons bien plus de liberté en tant que chrétiens. Pour cette famille, la guerre a créé de la défiance entre communautés religieuses. À entendre l'épouse d'Issam, ses rapports avec certains collègues sunnites se seraient refroidis. Certains de mes collègues, je ne veux pas dire tout le monde, mais certains ne répondent même plus à mon bonjour. Ça m'a surprise. Je croyais qu'ils ne faisaient pas attention. Mais en fin de compte, la raison, c'est qu'on ne salue pas les chrétiens. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils ont été hypocrites avec moi. Moi, en tant que chrétien, je me sens menacé depuis 2 ans seulement. Comme je te l'ai dit, je sens qu'on veut m'éradiquer. Il y a un plan d'éradication. Il y a des gens qui se prennent pour Dieu, qui jugent les gens, les tuent, les punissent comme s'ils étaient Dieu. La famille vit surtout dans la peur des groupes sunnites radicaux liés à Al-Qaïda, comme Jabhat al-Nusra, qui imposent les lois de l'islam par la force. Mais il n'y a pas que les tensions communautaires. Avec la guerre, la criminalité a explosé. Une nouvelle menace est apparue, celle du kidnapping. Un business crapuleux. Pas une semaine ne passe sans son lot d'enlèvements, peu importe la confession religieuse ou la couleur politique. Maintenant, tout à chacun, que ce soit un chauffeur de taxi, que ce soit un employé, peut être amené à être kidnappé, puisque de toute façon, toute personne que tu pourrais kidnapper, eh bien, tu peux en tirer facilement 2 à 3 000 $. Donc finalement, c'est un investissement assez rentable, puisque ça prend 3/4 d'heure de ton temps, de mettre quelqu'un dans une voiture, d'emmener dans un endroit, d'appeler sa famille avec son téléphone portable et de leur demander d'amener 2 à 3 000 $ pour pouvoir le faire sortir, au minimum. Après, les sommes, pour des gens qui sont plus importants, ça peut aller jusqu'à 50 000, 100 000, il n'y a pas de plafond. Pour sa propre sécurité, le Français a déménagé pour s'installer dans ce qu'il appelle la Green Zone. Il s'agit de Malki, quartier le plus protégé, le plus surveillé de Damas. De multiples barrages en contrôlent l'accès, identité, véhicule, tout est systématiquement vérifié, fouillé. Et pour cause, c'est dans ce quartier huppé réservé à l'élite que vivent le président Bachar el-Assad et sa famille. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à y filmer. Le point de rendez-vous incontournable, c'est la terrasse du café Di Roma. C'est là que se retrouve la jeunesse dorée pour boire un verre et fumer le narguilé. Luxe, calme, sécurité apparente, Malki est en fait une sorte de prison dorée. C'est ce que nous explique le frère de Jean-Pierre. C'est le seul endroit où ils peuvent sortir leur grosse voiture, c'est ici. Regarde, ça c'est les voitures que tu vois, elles vont jamais sortir de Malki. C'est-à-dire qu'elles vont aller à Malki, parce qu'ils ont peur, quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie que les gens le voient qu'ils sont riches, qu'ils ont peur des kidnappings, ils ont peur de tout ça. Donc en clair, ils vont faire des tours dans leur quartier avec. La voiture, elle va à 200 km. Nous, aujourd'hui, elle roule à 10-20 km/h, quoi. Enfin, elle reste dans ce quartier-là, quoi. Ça sert jusqu'à ça, maintenant, quoi. En dehors de mon frère et moi, il y a très peu de gens qui sont assez tarés pour prendre leur voiture et faire des tours dans la nuit dans Damas, aller dans des quartiers en dehors de Malki, aller dans des quartiers comme Jerem Manin, voilà. Donc, on fait partie, je pense, là on fait partie, en vivant dans ce quartier, on fait partie d'une minorité en Syrie, mais en sortant de ce quartier, avec la bagnole qu'on a, on fait encore partie d'une plus grande minorité. Nombre des habitants fortunés du quartier de Bachar el-Assad ont fui à l'étranger. Le frère de Jean-Pierre a décidé de partir au Liban. L'homme d'affaires, reconverti dans le journalisme, lui, a décidé de rester. La guerre, pourtant, se rapproche.
Cette nuit-là, direction un quartier du nord de la capitale. Une explosion a eu lieu il y a à peine 1 heure. Des miliciens sont sur place. Cette voiture qui a été équipée de fusées, tu vois. En explosant, la voiture piégée a fait un bond d'une vingtaine de mètres. Elle était garée ici, tu vois. T'as encore la trace du cratère, là. Et elle a frappé, c'est cette voiture que tu vois là-bas, là. Elle l'a projetée, en fait. La cible, c'était cette voiture de policier. وكم واحد أخذوا المشفى؟ كانوا كتار. كثير. Beaucoup. في جرحى كثير في عالم Il y a beaucoup de بالعمليات. blessés. Il y a des gens qui sont en train d'être opérés actuellement. لا بس شرطة. C'est essentiellement des policiers qui ont été blessés. L'attentat a fait 3 morts et 5 blessés. Il a eu lieu sur un parking, juste en face d'un immeuble. Mais il ne faut pas rester là. Viens. Une autre explosion, là. Les forces de sécurité pensent qu'il y a un autre engin explosif. À Damas, le pouvoir a le culte du secret. Nous avons pourtant pu rencontrer un représentant du gouvernement. Il s'appelle Elia Al-Saman. Il ne se déplace jamais sans sa Kalachnikov. Cet homme d'affaires damassène est aussi le directeur de cabinet d'un nouveau ministère, créé après le début de la Révolution, le ministère de la Réconciliation. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui sera mieux qu'hier. Et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ce en quoi consiste mon travail. C'est-à-dire, nous essayons de réunir les gens, qu'il y ait moins de violence, de les aider à rétablir le dialogue, la réconciliation. ex-opposant au régime, passé par les geôles de Bachar al-Assad, il milite pour une solution politique afin de résoudre la crise. Principale mission de son ministère, stopper l'explosion des disparitions depuis le début de la guerre civile. Rien qu'à Damas, 500 personnes disparaissent chaque mois. Dans ses bureaux, les proches de disparus affluent. Ce matin, ils sont déjà une dizaine pour des affaires de kidnapping. Demandez aux gens avant de filmer. Discrétion des familles, dont les proches sont aux mains de ravisseurs. L'un des hommes présents accepte de témoigner à condition que son anonymat soit préservé. À l'entendre, son frère militaire a été enlevé dans la banlieue de Damas il y a plusieurs semaines par des révolutionnaires. Ils nous ont fait des pressions. Ils nous ont menacés de mort, de le décapiter. Ils nous ont agressés. Tu paies ou alors on le hache devant toi. Les ravisseurs, sous couvert de financer la révolution, lui auraient réclamé plus de 6 500 € pour lui rendre son frère. C'est beaucoup d'argent pour un simple employé. Nous avons vendu tous les bijoux de la famille, les télés, les téléphones portables, tout ce qui est vendable chez nous. Ma voiture, elle vaut 5 000 €. J'ai dû la vendre 2 000 €. Les ravisseurs ont été payés, mais son frère n'a pas été relâché. Il réclame maintenant 1 000 € de plus. Elia ne peut pas faire grand-chose. Le gouvernement refuse de payer des rançons. Souvent, ces disparitions ne sont pas l'œuvre de bandits, mais des services de sécurité de l'État. Ce matin-là, un père s'inquiète pour son fils disparu depuis 1 mois. Ne vous inquiétez pas, on ne vous filmera pas. Leur fils de 30 ans est détenu par les autorités. Les parents ne savent ni où il est, ni de quoi il est accusé. Face à cette situation, l'officiel va nous tenir un discours très étonnant. Ça arrive souvent que les autorités, malheureusement, détiennent quelqu'un et mettent du temps à informer la famille. Que leur cousin ou leur frère est prisonnier de tel ou tel service. Donc la famille est inquiète tant qu'elle n'a pas retrouvé trace de la personne. Ces détentions sont-elles légitimes? Bien sûr que non. Ce n'est pas toujours légitime. Tellement de gens sont détenus sans raison jusqu'au moment où on leur tape sur l'épaule et on leur dit « Tu peux rentrer chez toi ». C'est totalement inacceptable. Au ministère de la Réconciliation, les cas de disparition imputés aux services gouvernementaux, cela fait partie du quotidien.
Environ 40% des disparus ont en fait été arrêtés abusivement. Par les autorités? Oui, par les autorités. Non-respect du droit et des procédures judiciaires, des pratiques contre lesquelles Elia essaye de lutter, mais difficile d'obtenir l'aide des puissants services de sécurité. Ce n'est jamais simple. Et ils ne veulent pas nous aider, sauf s'ils sont obligés de le faire. Nous sommes obligés d'appliquer une énorme pression politique. Nous devons pleurer, faire beaucoup de bruit pour obtenir la coopération des différents services. État dans l'État, les services de sécurité sont aussi accusés de pratiquer la torture sur certains de leurs détenus. Un sujet sensible sur lequel le directeur de cabinet va répondre sans langue de bois. Je ne pense pas que ce soit une procédure habituelle. Ça ne l'est pas. C'est interdit par la loi. Mais je ne peux pas dire que ça n'arrive jamais. Ça arrive dans certains cas particuliers. Si nous en avons connaissance, s'il y a des preuves, si c'est documenté, on prend des mesures. On agit pour punir les responsables, quels qu'ils soient. D'un point de vue légal, c'est inacceptable, mais je ne peux pas dire que ça n'arrive pas. Ça arrive. Selon Human Rights Watch, organisation de défense des droits de l'homme, la torture serait pratiquée en Syrie dans 27 centres de détention au moins. Au début de l'été, quand nous tournons ce reportage, le régime semble reprendre la main sur le terrain militaire. À 200 km de Damas, Homs. Homs a longtemps été le symbole de la révolution. Mais aujourd'hui, les portraits du président recouvrent de nouveau les murs de la ville. C'est une visite exceptionnelle. Nous avons obtenu l'autorisation d'aller sur la ligne de front. Bassam, un officier de l'armée syrienne, nous accompagne. Originaire de la ville, engagé depuis 2 ans, il veut nous montrer que le régime maîtrise maintenant le terrain. Ici, la situation est à peu près stable. Nous arrivons au poste de contrôle. Tenez-vous prêts, je vous fais entrer. Quelques centaines de mètres après le dernier checkpoint, il n'y a presque plus personne dans les rues. Et puis voilà le champ de bataille. Les deux camps s'y affrontent depuis plus de 18 mois. Le quartier, ou du moins ce qu'il en reste, s'appelle Bab el-Sba. Il est proche de la vieille ville. Le discours des militaires est calibré. À les entendre, la majorité des révolutionnaires seraient des combattants étrangers, membres d'Al-Qaïda ou des voyous. Ce sont des mercenaires, des gars de Tchétchénie, d'Afghanistan, de Bosnie. Il y en a qui viennent des pays arabes, de Libye. Il y a des Saoudiens et dernièrement on a commencé à voir des Libanais. On peut aussi trouver quelques Syriens, mais ils ont un passé de terroristes, d'anciens prisonniers ou de trafiquants de hashish. Ici, c'est le point le plus avancé des forces gouvernementales dans le quartier. Les rebelles n'ont été délogés de ces rues que quelques jours auparavant. En témoigne cette catapulte qui servait à envoyer des projectiles sur les militaires. Bassam veut nous montrer les positions de l'ennemi qui se trouve juste de l'autre côté de cet immeuble. Là, on est au point de contact avec eux. Au bout de ces trous percés dans le béton, comme des meurtrières. Eux aussi, ils ont un trou comme ça en face et ils nous tirent dessus depuis là-bas. C'est le début de l'après-midi. Généralement, les combats ne commencent que vers 18h. De retour sur nos pas, nous faisons une rencontre. Aux côtés de l'armée, il y a apparemment des civils, très jeunes. Quel âge avez-vous? 16 ans. Nous n'en saurons guère plus. Bassam, qui pilote la visite, intervient. Vous savez, on a tous les âges ici. Moi, j'ai 29 ans. Et l'autre jeune, là, t'as quel âge, toi? 17 ans? On est tous des combattants de l'armée nationale. Les gars ici viennent de toutes les communautés, mais on a choisi une seule communauté, la Syrie. T'as compris?
Après avoir fait l'éloge du patriotisme de ces hommes, Bassam décide de nous montrer comment une vie normale a pu reprendre grâce à leur présence. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va? Et toi, ça va? Ça va? Il y a du monde sur tes PlayStation? On serait bien allé faire une partie de foot. Allez les gars, on fait une pause. Mettez vos armes de côté. Hein. Surprise, à l'intérieur, alors que la ligne de front est à moins de 500 mètres, des gamins jouent au foot sur des consoles. L'officier veut surtout nous montrer qu'il a de bonnes relations avec la population. Dites bonjour, messieurs les enfants. Ce serait bien qu'ils filment ça quand même. Ça ferait une belle image. Et moi, tu me fais la bise, moi? Des enfants qui embrassent les soldats du régime de Bachar al-Assad. Bassam voudrait que nous retenions cette image d'Épinal. Donne-moi un bisou. Avant d'être soldat, l'officier était prof de dessin dans une école primaire de la ville. Quelques jours plus tard, ces hommes vont participer à une offensive très violente pour reconquérir Homs. Nord de la Syrie, 3 heures du matin. Pour les rebelles du commandant Abu Hajar, la nuit a été courte. C'est le jour de la bataille. Pour se distinguer des soldats ennemis, les révolutionnaires mettent des rubans rouges sur leurs bras. Abu Hajar donne ses dernières directives. Pour les 200 hommes qui participeront à l'attaque, Abu Hajar fait lui-même l'appel pour la prière de l'aube. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les hommes sont tendus. Ils le savent, tous ne reviendront pas vivants. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم انصرنا يا رب. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Le premier groupe d'attaque, allons-y. Le groupe de Sayed et Abu Hajar. Comme à chaque opération, Abu Hajar va mener l'assaut lui-même. Je ne me vois pas en train de rester derrière et mes hommes devant. Je n'arriverai pas psychologiquement à résister. Et c'est pas en restant derrière que j'arriverai à atteindre le martyr. Vous avez peur? Pour l'instant, non. Même pendant la bataille, ça va, j'ai pas peur, non. Non, vous n'avez pas peur. Tout le monde a peur. Ça m'arrive des fois d'avoir peur, mais j'ai surtout peur quand je suis en ville qu'il tombe une bombe, j'ai l'impression de mourir par traîtrise, alors que là j'y vais pour ça, donc je sais à quoi m'attendre. Ça me fait pas vraiment peur, non. 4h45. En première ligne, Abu Hajar a lancé l'assaut. Je suis avec Mohamed Ali, en deuxième ligne. Il attend le signal de son chef. On y va dans 20 minutes. Les combats se déroulent à 200 mètres à peine, derrière ce champ d'oliviers. Le groupe a pour l'instant consigne de ne pas tirer. Écoutez les gars, j'entends un char arriver. On a un lance-roquette? Non. Les combattants se croyaient à l'abri derrière leur talus. Un char les prend pour cible.
Les tirs se rapprochent. De plus en plus précis. Pour se donner du courage, les combattants invoquent Dieu. Mais la peur n'est pas loin. Deuxième groupe d'attaque, allez-y. Sur un signal enfin, les hommes de Mohamed Ali partent à l'attaque. Il faut traverser un champ d'oliviers quasiment à découvert. Les gars, dispersez-vous! Au bout du champ, ils réussissent à prendre position dans une première bâtisse. L'ennemi est tout près. Allahu Akbar. Dans ce bâtiment, les combats font maintenant rage depuis 1 heure. Mohamed Ali est en liaison permanente avec son chef aux avant-postes. Abou Hajar! Abou Hajar, tu m'entends? Le deuxième groupe d'attaque! On se met à l'attaque? Quel groupe? Le deuxième groupe d'attaque! Avancez! Mohamed Ali et ses hommes tentent de poursuivre leur progression. Mais le feu de l'ennemi est particulièrement intense. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tous à terre, tous à terre! Portez-le, allez! Retranchée dans ses positions, l'armée gouvernementale ne laisse pas les rebelles approcher. J'ai perdu Mohamed Ali. Un combattant se propose de me mener en première ligne. Nous atteignons la fameuse autoroute que protègent les soldats de Bachar al-Assad. Nous nous approchons au plus près des positions ennemies. L'armée est à 100 mètres. Elle occupe ce bâtiment. Il est protégé par un char. Derrière ces fenêtres, des tireurs embusqués. Tu veux un conseil pour bien le cibler? Non, laisse-moi faire. Ce combattant veut tenter de neutraliser le char avec son lance-roquette. Sauf que la roquette est défectueuse. Quelques instants plus tard, les révolutionnaires sont la cible d'un tir d'obus. Sur une autre ligne de front, je retrouve enfin Mohamed Ali. Tu vas foncer avec le pick-up. Nous allons lancer l'assaut. Toi, t'avances et tu nous couvres. Les soldats loyalistes tirent depuis cette tour de briques. Avec le pick-up, surmonté d'une mitrailleuse lourde, les rebelles espèrent les déloger. Mais des tireurs cachés stoppent la progression des révolutionnaires. Abou Hajar, tu m'entends? Je t'écoute. Tu as des munitions? En permanence, Mohamed Ali tient au courant son chef Abou Hajar. À 500 mètres de là, le commandant Abou Hajar et son avant-garde sont eux aussi en difficulté. Abou Hajar! La Doshka! Tu veux qu'on te couvre avec la Doshka? Avance, fais avancer la Doshka, avance, viens vers moi! Sans plus d'explications, Mohamed Ali disparaît pour tenter de se rapprocher d'Abou Hajar. Ce groupe d'hommes a reçu pour ordre de faire un tir de couverture pour protéger Abou Hajar, qui est en première ligne.
riposte de l'armée ne tarde pas. Nouveau tir de mortier de l'armée, au pied d'un pylône électrique. Là, précisément, où se trouvait Abou Hajar et ses hommes. Après 6 heures d'affrontements intenses, l'épuisement et le doute semblent gagner les combattants. L'offensive semble à l'arrêt. Abou Hajar ne répond plus. Je décide de retourner au quartier général, situé à plus d'1 kilomètre de là. Les combattants viennent d'apprendre que leur chef, Abou Hajar, est mort. Mohamed Ali, son second, n'a même pas pu récupérer sa dépouille. Pour moi, c'était une personne proche de mon cœur. Avec Abou Hajar, nous étions toujours ensemble. Je n'ai à me plaindre qu'auprès du Seigneur. 25 morts, 60 blessés. Les hommes d'Abou Hajar ont dû renoncer à couper l'autoroute ce jour-là. Quelques semaines après mon retour de Syrie, je suis allé rencontrer la famille d'Abou Hajar. Elle réside en Belgique, à Bruxelles. J'ai rendez-vous avec sa sœur, Salma, l'une de ses épouses, Iba, et son père, Bassam, un imam connu à Bruxelles. Ici, Abou Hajar s'appelle Abdelrahman. À son évocation, leur peine se teinte de fierté. On savait parfaitement ce qu'ils risquaient. On sait parfaitement qu'à la clé, il y a peut-être la mort, quoi. Mais disons, c'est dans un but noble. C'est celui de défendre vraiment des orphelins, des femmes, des civils qui sont en train de se faire torturer, bombarder. Cette visite est l'occasion de se remémorer les images d'une enfance heureuse et insouciante. Voilà. Ça, c'est lui avec tous ses camarades d'école et tout ça. C'est une école qui est où? Ça, c'est à... Aix-en-Provence. Non, celle-là, c'était à Rognac. À Rognac. C'est où, Rognac? À côté Aix-en-Provence. Oui, ça doit être à 40 minutes, comme ça. C'est aussi dans les Et Bouches-du-Rhône. Marignane, à côté Marignane. Ouais. Là, c'est lors de nos voyages en Syrie. Donc, on s'était arrêté un moment en Yougoslavie, sur le tronc d'un arbre. Et puis, il était venu pour la pause. Il m'avait pris comme ça par le cou. Une enfance heureuse, mais aussi un héritage familial marqué par l'engagement. Tenez, je vais vous montrer la photo de mes grands-parents français. Donc, mon grand-père et ma grand-mère, Charles Putetto et Lucienne Séchal. Alors, ancien combattant contre le nazi. Il a passé toute sa vie dans le maquis et il était même à la fin prisonnier en Allemagne. Au départ, c'était un officier quand même de l'armée française. Donc Abdelrahman, il a reçu un peu aussi de son grand-père français, le sens de combat, etc. Voilà. Toute la famille revendique cet esprit de combat. Nous ne voulons pas qu'il soit mort pour rien. Nous voulons aller jusqu'au bout de cette guerre. Et nous voulons que Assad tombe. Je leur propose de voir les dernières images que j'ai tournées d'Abou Hajar. ولا يعز من عاديت اللهم انصرنا يا رب اللهم انصرنا يا رب اللهم انصرنا يا رب Pour l'instant non, même pendant la bataille, ça va, j'ai pas peur non. Non, tout le monde a peur. Mais il a fait son devoir jusqu'à la dernière minute en tant que chef militaire. En même temps, il fait son devoir devant Dieu, il dirige la prière et il dit « Je ne dois pas être derrière
mes soldats, je dois être devant eux, je dois me sacrifier plus qu'eux encore pour donner l'exemple, et il l'a fait. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, voilà, il est resté comme il est. J'apprendrai plus tard que la télévision gouvernementale syrienne a annoncé la mort d'Abu Ajar comme une victoire de son armée. Pour le régime syrien, c'est la fin d'un terroriste. Pour les rebelles, c'est un héros qui est tombé les armes à la main.